moment donné, il faut arrêter de constater en fait. Il faut agir concrètement. Qu'est-ce qu'on fait pour cette population? On sait très bien qu'il y a vraiment une demande, il y a une vraie souffrance pour ces familles. On a dû donner des réponses que nous-mêmes, nous n'avions pas. On se lâche sur les plus faibles, sur les plus dominés. Et évidemment, c'est les quartiers populaires. Depuis le début du confinement, on entend beaucoup de choses sur la Seine-Saint-Denis. Que le département ne respecte pas vraiment le confinement, que les jeunes en profitent pour caillasser la police. Il y a aussi des chiffres qui interpellent. Un taux de mortalité qui a explosé depuis l'apparition du Covid-19, un taux de verbalisation pour non-respect du confinement qui est près de 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Et il y a une situation alarmante sur le plan sanitaire et alimentaire. On a donc rencontré des acteurs de ce département où vivent justement les travailleurs en première ligne. On va donc parler santé, inégalité, violence policière, mais aussi avenir et solidarité. Aujourd'hui, l'activité de banlieue santé pendant le Covid, elle a été très simple. Le 12 mars, on a écrit un plan de crise sanitaire pour aller faire en sorte que les personnes les plus isolées, les personnes les plus fragilisées sur le plan médical, les personnes âgées, les personnes handicapées, restent chez elles. Et donc, on a décidé de créer un colis de confinement qui permet de faire en sorte que ces personnes-là aient accès à l'alimentaire, restent chez elles pendant plus d'une semaine pour éviter à toutes ces personnes fragilisées sur le plan médical qui sont hyper tendus, diabétiques et autres, pour leur éviter de sortir et de se mélanger avec les autres personnes et de se contaminer. L'idée, c'était de se dire comment aussi, grâce au colis de confinement, ça nous permet de rentrer au domicile des patients les plus fragiles et de pouvoir faire en sorte que derrière, on leur propose éventuellement de revoir leur médecin traitant, si besoin, de faire une téléconsultation, si besoin, voire de faire hospitaliser, chose qui nous est déjà arrivée. Et justement, le fait d'être au contact au plus proche de ces gens confinés, c'est quoi l'analyse que tu peux faire de la situation chez ces gens-là? Comment ils vivent le confinement et quelle est la situation sanitaire pour eux? Aujourd'hui, les gens le vivent très difficilement, le confinement. Quand vous vivez à plusieurs dans un appartement, dans un quartier, où vous avez une famille monoparentale, une femme qui travaille de petits boulots, et les enfants sont à plusieurs, qui n'ont pas d'école, où la cantine avant était à 1 €, qui leur permettait de manger le midi à la cantine, où ils avaient le droit à un goûter à la cantine, à l'école. Là où aujourd'hui, vous vous retrouvez à nourrir votre enfant 2 fois plus qu'avant. Ça coûte très cher à ces personnes-là qui n'ont déjà pas les moyens. En sachant que ces personnes-là, elles travaillent de petits boulots. Ces petits boulots qui ont dû s'arrêter. Soit elles sont en chômage partiel, soit le contrat n'a pas été reconduit. Depuis le confinement, on parle beaucoup de la Seine-Saint-Denis sur des chiffres où le département se démarque. Par exemple, on a parlé de la surreprésentation de la mortalité liée au Covid-19. Qu'est-ce que ça t'évoque, ces chiffres? La crise sanitaire aujourd'hui, le Covid, n'a révélé que ce qui existe déjà un peu partout en France, dans nos quartiers, ces inégalités en santé et ces inégalités sociales. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait? De quelle manière on agit? On va toute notre vie constater? À un moment donné, il faut arrêter de constater en fait. Il faut agir concrètement. Qu'est-ce qu'on fait pour cette population? Comment on fait en sorte que ça ne se reproduise plus? Et pour ça, il faut trouver des solutions. Et c'est pour ça que nous, on a décidé de devenir ceux qui créons des solutions terrain, en partant du besoin terrain avec les populations, parce que c'est important aussi d'impliquer la population. On considère les gens non pas comme des problèmes, mais comme des solutions à leurs problèmes. Et là, ça change. Parce que définir les personnes uniquement comme des problèmes, ça ne marche pas. À un moment donné, on va faire ça 30 ans, 40 ans, 50 ans. Non, les gens, ce n'est pas des problèmes, c'est des solutions à leurs problèmes. Je suis Mohamed Bechmash, un des membres fondateurs du collectif Assez le Feu, porte-parole du collectif Assez le Feu et président d'une coordination qui est une forme de syndicat des quartiers qui s'appelle Pas sans nous. Tout ce qu'on a pu faire, c'est simplement répondre à cette urgence. Cette urgence, c'est tout le monde qui a gagné, que ces familles vont rencontrer pendant ce confinement, perte d'emploi, chômage partiel, certains qui clairement sont en attente de papier, d'être régularisés, donc pas les moyens d'avoir des ressources, ceux qui travaillent, les travailleurs sans papier, les familles qui clairement sont seules. Vous êtes plus nombreux à la maison, donc vous payez des charges d'électricité et d'eau. Et du coup, concrètement, comment ça se passe? Là, par exemple, vous avez
On envoie des colis là-bas. Comment ça se passe la réception et après vous quand vous les Ce redistribuez? qui est intéressant, c'est que depuis qu'on a lancé un petit peu cette initiative, on n'est pas les seuls, il y en a beaucoup qui font ça un peu partout en France. Hein. Donc on a une pensée à tous ceux qui aujourd'hui se mobilisent. On a eu des réseaux, on a des copains qui clairement travaillent dans de la grande distribution ou autre, et on leur a demandé s'ils avaient la possibilité de récupérer de la marchandise, ils nous ont dit oui. Et ça c'est la première fois qu'on l'a fait, on a rencontré 200 personnes qui sont venues, la deuxième 450, la troisième 700, 750 je crois. Et là, on est passé à 1000 personnes, quoi. Les dons, on a réussi à avoir des coups de fil de personnes qui nous ont appelés. Là, il y a un commerçant avec qui j'ai grandi, qui a ouvert sa boutique discount et qui tout de suite a dit bah, tiens, je vais vous offrir de l'eau, des pommes de terre. Donc, Là, voilà. par exemple, il nous disait que c'était Là-bas, de Bretagne. là, c'est justement un entrepreneur breton qui fait des biscuits. Il nous a appelé en disant bah voilà, moi je vois ce que vous faites. J'ai été trop touché, comment je peux vous aider? On lui a dit, bah, nous écoutez, si vous avez la possibilité de nous offrir quelques dons, je peux. Il a dit, moi j'ai des biscuits. Et en espace d'une semaine, il s'est débrouillé et puis il nous a livré 10 palettes aujourd'hui de biscuits. J'aurais pas la même analyse que ceux qui aujourd'hui ont voulu nous stigmatiser. Encore une fois, on peut être choqué des files d'attente qu'on attend. Croyez-moi que les gens ils sortent pas par plaisir. Ils sortent pas pour aller faire leur jogging ou aller faire du vélo. Ils sortent par nécessité. Et la nécessité, c'est de trouver de quoi pouvoir apporter et mettre dans l'assiette le soir et de remplir leur frigo. Donc ça peut paraître effectivement choquant, mais croyez-nous qu'une bonne partie de ces gens qui sont là, ce sont ceux aussi qu'aujourd'hui font les beaux jours de l'économie française. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui quand même des gens qui sont aides-soignants, qui vivent là. On a des caissières qui vivent là. On a des femmes de ménage effectivement qui vivent là. On a des chauffeurs-livreurs. On a des chauffeurs de la RATP. Donc on a tout public qui clairement contribue, je veux dire, à faire marcher l'économie. Donc il ne faudrait pas les pointer du doigt comme si ce sont des gens pas responsables. Ils sont responsables. Simplement aujourd'hui, ils ont des choix à faire. Ils se mettent en danger en sortant. On essaie de respecter les normes de sécurité. Mais ils viennent encore une fois vraiment pour venir chercher des colis alimentaires, quoi. Je m'appelle William Berouma, j'ai 30 ans et je suis prof en Seine-Saint-Denis, prof d'anglais. Là, la fracture numérique, clairement, on l'a vécu de plein fouet en fait, parce que souvent les chefs d'établissement justifient la continuité pédagogique par le nombre de connexions d'élèves. Donc on part du principe que si tous les élèves se connectent, eh bien tous les élèves font partie de cette continuité pédagogique et la continuité pédagogique fonctionne. Ce qui est faux en réalité, parce qu'un élève qui se connecte, c'est pas un élève qui a du calme autour de lui pour travailler, c'est pas un élève qui peut comprendre des consignes tout seul par exemple, il y a des élèves qui ont des difficultés pour comprendre les consignes seuls à la maison, c'est pas un élève qui a accès à un ordinateur comme il le voudrait, peut-être que ses parents sont dessus, peut-être que ses frères et sœurs sont dessus, donc en fait, moi j'ai énormément d'élèves qui se connectent, mais en réalité, moi sur mes 134 élèves, il me semble, j'en ai 10% qui me répondent réellement, qui sont réactifs, etc. Donc cette continuité pédagogique-là, c'est un leurre en fait, elle est pas réaliste. Il y en a beaucoup qui m'ont fait des retours pour me dire « Madame, je peux pas me connecter. Madame, j'ai pas les moyens de me connecter. Madame, mon ordinateur ne fonctionne pas. Je me connecte sur le téléphone de un tel dans ma famille, mais ça ne fonctionne pas, etc. » Donc en fait, il y a un nombre incalculable de raisons pour lesquelles les élèves sont décrocheurs. La raison pour laquelle ils sont décrocheurs parce qu'ils sont décrocheurs et qu'ils n'en ont rien à faire de l'école, elle est fausse. Clairement, je le vois dans mes élèves, c'est totalement faux. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose dans la société, c'est-à-dire qu'on va stigmatiser des personnes sans jamais prendre en compte leur contexte. On va dire, dans les banlieues, ils ne respectent pas le confinement. Le confinement n'est pas moins respecté en banlieue qu'à Paris, par exemple. Bien sûr qu'en tant que professeur, on a tous envie de revoir nos élèves. Bien sûr qu'on est tous très inquiets en fait de leurs apprentissages et du retard en fait qu'ils accumulent chaque jour. Mais l'ouverture des écoles le 11 mai, sans garantie, sans explication,
sans test en fait, par exemple. Rien que de tester les élèves ou tester les professeurs, en fait on n'a aucune certitude. Donc réouvrir les écoles dans ces conditions-là, ça a l'air encore une fois totalement hors sol. Je sais pas s'il faut croire au monde d'après, mais qu'est-ce que ça t'inspire en tout cas comme idée? Je sais pas, ce monde d'après, il me laisse un peu dubitative en fait. Qu'est-ce qu'est le monde d'avant pour qu'il y ait un monde d'après? Qu'est-ce qu'on entend par là? Le monde d'après, moi j'aimerais bien qu'il ressemble plus à un monde humain en fait. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des vidéos, on a des images, on voit le vrai comportement de la police. Mais en fait, c'est le comportement normal de la police. C'est le comportement quotidien. C'est une réalité qu'on connaît dans les quartiers populaires. C'est pas nouveau. Et juste, je pense que la question du confinement, ça exacerbe un peu les comportements policiers. Et je pense qu'aussi, il y a un effet un peu où les policiers vont se défouler. Et ils vont utiliser les quartiers populaires comme bouc émissaire. En fait, les policiers sont en roue libre aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont en roue libre parce qu'on leur a laissé un pouvoir immense. Et c'est pas nouveau, c'est pas avec Castaner, c'est depuis le début de la 5e République, et encore plus là, depuis les années 2000. Et donc en fait, là, évidemment, dans des périodes comme ça un peu bizarres, de flottement politique, de crise, en fait, on se lâche sur les plus faibles, sur les plus dominés. Et évidemment, c'est les quartiers populaires, avec tout l'imaginaire qu'on peut avoir sur les Noirs, les Arabes, les Roms, qui véhiculent des maladies, qui seraient responsables en fait de la propagation du virus. Donc voilà, ces populations qui grouillent, qui sont nombreuses, qui ont beaucoup d'enfants, etc. Tout l'imaginaire colonial raciste qu'on peut avoir sur ces populations, en fait forcément c'est exacerbé en période de crise, surtout en période de crise sanitaire. Quand j'entends des gens parler du monde d'après, ça fait peur parce que déjà il faudrait déjà s'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui, dans le présent. Regarde déjà ce qui se passe devant chez toi déjà, ce qui se passe dans les quartiers populaires, ce qui se passe là dans la vidéo qu'on vient d'entendre là. Voilà, les bicots savent pas nager, les images de lynchage, ces révoltes qui arrivent devant vous. Occupez-vous déjà de ce qui se passe aujourd'hui, au présent, avant de parler du monde d'après. Et surtout, je ne crois absolument pas. Je ne crois vraiment pas qu'il y aura un changement structurel dans le monde d'après. Je pense même que la pandémie va renforcer les États autoritaires. Elle va renforcer encore plus la mainmise étatique, sécuritaire des populations. Il y aura encore plus de contrôle. Et malheureusement, c'est ce que les gens vont demander, je pense. Je pense que les gens ont peur, et très peur. Et cette gestion-là, c'est une gestion qui est basée sur la peur, en fait. Quand on utilise un vocabulaire comme la guerre, voilà, tout le vocabulaire de Macron, d'Édouard Philippe, etc., qui n'est pas du tout pour rassurer, qui est fait au contraire pour instaurer un climat de peur. Et la majorité de la population va vouloir d'un retour à l'État fort, mais pas dans le sens qu'on croit, avec nationalisation économique, avec plus d'intervention économique de l'État dans les secteurs essentiels, vraiment essentiels par la finance, par les banques, etc. Il y aura un retour sécuritaire et policier encore plus fort.